Ces chevaux de Przewalski sont les premiers de leur espèce à galoper sur les vastes steppes depuis près de 2 siècles. Lorsque la Chine a relâché un petit groupe de chevaux sauvages dans l'une de ses régions désertiques les plus hostiles, de nombreux scientifiques s'attendaient à un échec. Il n'y avait presque pas d'herbe, le sol était dur comme du béton et la terre perdait progressivement sa bataille contre l'expansion du désert de Gobi. Ces chevaux étaient nés en captivité et protégés par les humains depuis des générations. Sur le papier, ils n'avaient aucune chance. Mais en quelques années, quelque chose a changé sous leurs sabots. Un sol mort s'est mis à retenir l'eau. Des graines oubliées ont germé. Les insectes sont revenus, les oiseaux ont suivi et des taches de verdure se sont étendues sur une terre qui semblait sans vie depuis près de 20 ans. Ce qui avait commencé comme un projet de conservation désespéré est devenu quelque chose de plus grand, une expérience visant à déterminer si la nature pouvait restaurer un désert mieux que les machines, les forêts ou l'ingénierie humaine. Pour comprendre pourquoi cela a tant surpris les scientifiques, il faut revenir au moment où les chevaux ont disparu. Pendant 10 000 ans, les chevaux sauvages ont façonné ce paysage. Leurs sabots brisaient le sol, leur pâturage modelait les prairies et leurs déplacements transportaient des graines à travers la steppe. Puis, en 1969, ils ont disparu. La dernière observation confirmée provenait d'une équipe soviétique d'études géologiques. Des empreintes de sabots dans une boue asséchée et des poils fauves accrochés à l'herbe du désert. Après cela, plus rien. Sans les chevaux pour marteler la surface, le sol s'est durci jusqu'à former ce que les chercheurs appelaient du béton biologique. La pluie continuait de tomber, entre 10 et 15 cm par an. Mais au lieu de pénétrer dans le sol, elle glissait sur cette croûte et s'évaporait. Les graines ne pouvaient plus germer. L'azote s'est effondré. Dès 1974, certains échantillons de sol étaient comparés à de la poussière lunaire. La Terre existait toujours, mais biologiquement, elle était morte. Puis le désert s'est mis à avancer. Des images satellites prises en 1982 ont montré que le désert de Gobi progressait de 70 km par décennie, engloutissant prairies, fermes, routes et villages. Pékin, situé à plus de 1600 km de là, subissait des tempêtes de poussière qui duraient plusieurs jours. En mars 1983, l'une de ces tempêtes a déversé 43 000 tonnes de terre végétale du bassin du Yungar sur la capitale. Les hôpitaux ont signalé une hausse de 300% des urgences respiratoires. Les habitants respiraient littéralement le désert. La Chine a tout essayé. La Grande Muraille Verte, lancée en 1978, visait à planter une barrière forestière de 4500 km à travers le nord du pays. Mais les arbres avaient besoin d'une eau que le désert ne possédait pas. Dans certaines régions, les nappes phréatiques ont chuté de 12 mètres. Des rangées entières d'arbres sont mortes en commençant par leurs racines. Les ingénieurs ont essayé des grilles de paille, des arbustes et divers systèmes de fixation du sable. Rien n'a véritablement fonctionné. En 1985, la productivité agricole du Xinjiang avait chuté de 34%. Des modèles prédisaient que Pékin pourrait devenir difficilement habitable d'ici 2050. C'est alors que l'écologue chinois Yang Jianming est entré dans une réunion gouvernementale avec une idée qui semblait impossible. Arrêter de combattre le désert avec des bulldozers et des plantations d'arbres. Ramener l'animal qui maintenait cet endroit en vie depuis la dernière période glaciaire. Ramener le cheval sauvage. L'idée n'a pas suscité beaucoup d'enthousiasme dans la salle. Mais les échecs étaient si nombreux que le projet a été approuvé en quelques mois. Une question demeurait. Comment des chevaux nés dans des eaux pouvaient-ils survivre dans un désert qui engloutissait des villes ? Les chevaux de Przewalski ne sont pas simplement une autre race, ils possèdent 66 chromosomes. Tandis que les chevaux domestiques en ont 64. Ils n'ont jamais été domestiqués, jamais dressés, jamais véritablement apprivoisés. Tandis que les humains sélectionnaient d'autres chevaux pour leur vitesse ou leur puissance, eux sont restés une fenêtre vivante ouverte sur l'ère glaciaire. Mais en 1985, cette fenêtre était presque fermée. Il n'en restait qu'environ 900. Tous en captivité. L'espèce descendait d'animaux capturés entre 1899 et 1903. Après la Seconde Guerre mondiale, la population était tombée à 31 individus, dont seulement 9 capables de se reproduire. Le simple fait qu'il en reste suffisamment pour être envoyé en Chine relevait déjà du miracle. Le plan chinois comportait 3 étapes.
faire venir des chevaux depuis des zoos occidentaux vers un centre d'élevage à Jimsar, les transférer ensuite dans des enclos semi-sauvages afin qu'ils réapprennent à survivre, puis les relâcher dans la réserve naturelle de Kalamaili, un territoire de 4000 km² particulièrement rude. Parmi les premiers chevaux arrivés à Jimsar se trouvait un jeune étalon portant une liste blanche sur le visage. Les soigneurs l'ont nommé Ong. Retenez bien ce nom. Yang pensait que les chevaux pouvaient reconstruire l'écosystème grâce à leur impact sur le sol, leur déplacement et leur fumier. Chaque cheval pesait entre 270 et 360 kg. Lorsqu'ils couraient, leurs sabots exerçaient une pression suffisante pour fissurer la croûte durcie et permettre à l'eau de pénétrer de nouveau dans le sol. Mais contrairement aux machines, les chevaux étaient sélectifs. Ils évitaient les jeunes plantes fragiles et travaillaient principalement les zones nues. Le suivi GPS a ensuite montré qu'il parcourait environ 15 km par jour selon des trajectoires qui semblaient aléatoires, mais qui ne l'étaient pas. Il broutait intensément dans une zone, s'en éloignait, puis revenait plus tard, créant une mosaïque d'herbes courtes, d'herbes hautes et d'espaces ouverts. Chaque zone soutenait une forme de vie différente. Et leur fumier n'était pas un déchet, c'était un système de transport. Leurs excréments contenaient des graines de plus de 20 espèces végétales et leur passage dans le système digestif augmentait le taux de germination jusqu'à 300%. Chaque tas devenait un sachet de graines préfertilisées déposées à travers des kilomètres de désert dégradé. C'était la théorie. Le problème était culturel. Ces chevaux vivaient derrière des clôtures depuis des générations. Ils ne savaient pas comment trouver l'eau du désert, reconnaître les hurlements des loups, survivre à une chaleur écrasante ou déterrer l'herbe sous la neige. La captivité avait-elle effacé leurs instincts ou ceux-ci étaient-ils simplement enfouis au fond d'eux ? Les premiers mois ont failli donner raison aux critiques. Des infestations d'œustres ont frappé le troupeau. Les larves de parasites ont endommagé leurs estomacs au moment même où chaque calorie comptait. Puis l'hiver est arrivé. Les températures sont tombées à moins 42 degrés Fahrenheit. Les vents balayaient la steppe comme des lames. La neige recouvrait l'herbe sous près d'1 mètre de poudreuse. 7 chevaux ont développé des engelures. 2 juments ont perdu leur poulain. L'équipe de Yang observait aux jumelles, interdites d'intervention tant que le troupeau n'était pas proche de l'effondrement. La presse écrivait déjà la nécrologie du projet. Puis, les chevaux ont commencé à faire des choses que personne n'avait jamais observées en captivité. Les étalons brisaient la glace avec leurs sabots pour atteindre l'eau. Les juments formaient des cercles protecteurs autour des poulains pendant les tempêtes. Les chevaux écartaient la neige avec leurs membres antérieurs pour découvrir l'herbe enfouie. Ils apprenaient quelles pentes avaient été dégagées par le vent et lesquelles cachaient d'importantes congères. Ils ne faisaient pas que survivre, ils se souvenaient. Au printemps 1987, des espèces d'herbes invisibles depuis 17 ans ont commencé à repousser dans les zones pâturées par les chevaux. La biomasse a augmenté de 43% par rapport au terrain non pâturé. La rétention d'humidité a bondi de 23%, non pas parce qu'il pleuvait davantage, mais parce que les sabots avaient créé de minuscules dépressions dans le sol compacté. La deuxième année, le taux d'azote a augmenté de 37%. Le fumier restaurait les nutriments et la vie microbienne. À la troisième année, les botanistes ont recensé 22 espèces végétales réapparues de nulle part. Leurs graines étaient restées dormantes pendant près de 20 ans. Le bassin n'était pas mort. Il dormait, et les chevaux savaient comment le réveiller. La restauration ne s'est pas arrêtée là. Des millions de bousiers sont revenus. Les insectes ont suivi, puis les oiseaux, les rongeurs, les renards, les aigles des steppes et même les loups gris. Chaque retour créait une nouvelle boucle de vie. À la fin des années 1990, le troupeau s'était suffisamment développé pour que l'équipe de Yang prenne une décision qui paraissait autrefois insensée. Ils allaient retirer les clôtures. En août 2001, 27 chevaux ont été relâchés dans la réserve naturelle de Kalamaili. Aucune clôture, aucun nourrissage, aucune intervention. Parmi eux se trouvait Ong, désormais un étalon adulte à la tête de son propre harem. Pendant une semaine, les chevaux sont restés dans un rayon de 500 mètres autour du point de relâcher, tournant nerveusement en rond et regardant vers les enclos. Puis arriva le 8e jour. Juste après l'aube, un point GPS s'est mis à bouger. Ong a marché vers le nord en ligne droite. 5 km, 10, 15. Lorsqu'il s'est arrêté, il avait conduit son groupe sur 30 km jusqu'à une source d'eau qui ne figurait sur aucune carte.
personne ne lui avait montré le chemin. Aucun ancêtre de son vivant n'avait emprunté cet itinéraire, il le savait simplement. Le lendemain matin, l'équipe l'a retrouvé près d'une source à moitié gelée, nichée contre une crête. La manière dont il l'a trouvé demeure inexpliquée. Peut-être une odeur portée par le vent, peut-être une mémoire ancestrale, peut-être une capacité que les chevaux possèdent et que les humains ne comprennent pas. En moins d'un mois, des territoires se sont formés. Les étalons marquaient leurs frontières avec des tas de fumier placés sur des points élevés. Les taux de naissance ont augmenté. Les poulains nés à l'état sauvage savaient identifier les plantes à l'odeur, s'immobiliser à l'ombre d'un aigle et développer un pelage plus épais que celui de leurs parents. Puis le changement est devenu visible depuis l'espace. Les zones vertes se sont étendues à partir des territoires des chevaux comme des explosions au ralenti. La nappe phréatique, en baisse continue depuis 1970, s'est stabilisée en 2003. Puis elle a commencé à remonter. Les chevaux avaient remis en marche la pompe hydrologique. Ce qui s'est produit dans le bassin du Djoungar a bouleversé les idées reçues de la Chine sur la lutte contre la désertification. Alors que les plantations d'arbres puisaient souvent l'eau des terres arides, les chevaux faisaient exactement l'inverse. Leurs sabots créaient des points d'infiltration. Leur pâturage maintenait des prairies nécessitant beaucoup moins d'eau que les forêts. Un seul cheval améliorait chaque année la rétention d'eau sur 50 hectares. Puis les économistes ont calculé leurs valeurs. Restauration des sols, dispersion des graines, rétention d'eau, stockage du carbone et soutien à la biodiversité représentaient environ 47 000 $ par cheval et par an. En 2023, les 11 chevaux d'origine étaient redevenus 534. Le troupeau gérait 26 700 hectares et générait chaque année environ 25 millions de dollars de bénéfices écologiques. Les descendants de Hong étaient dispersés dans toute la réserve. Dans les zones pâturées par les chevaux, le désert reculait de 47 hectares par an. Le modèle s'est répandu. La Mongolie a relâché des chevaux dans le parc national de Ustaï en 1992. Le Kazakhstan a lancé son projet Golden Steppe. La Russie a commencé à étudier les données. Chaque expérience conduisait à la même conclusion. On ne peut pas reconstruire un écosystème uniquement du haut vers le bas. Parfois, il faut le restaurer du bas vers le haut, avec des solutions que l'évolution a déjà testées. La Chine vise désormais une population de 2500 chevaux sauvages d'ici 2040. Les modèles suggèrent qu'une telle population pourrait restaurer plus de 100 000 hectares, stocker 43 000 tonnes de carbone par an et soutenir des centaines d'espèces. Si cela fonctionne, le bassin du Djoungar pourrait devenir le premier désert inversé, non par la plantation, l'irrigation ou l'ingénierie, mais grâce aux sabots de chevaux sauvages. Ces 11 animaux n'étaient pas simplement des chevaux menacés que l'on relocalisait. Ils représentaient une technologie biologique perfectionnée pendant des centaines de milliers d'années pour entretenir un paysage. Il suffisait d'arrêter de tout faire nous-mêmes et de laisser les experts à sabots reprendre le travail. Et cela soulève une question inconfortable. Combien de catastrophes environnementales pourraient être réparées en ramenant les ingénieurs des écosystèmes que nous avons fait disparaître? Les bisons qui façonnaient les prairies américaines, les loups qui maintenaient les forêts européennes, les éléphants qui entretenaient les savanes africaines. Nous avons passé l'ère moderne à vouloir concevoir la nature, mais la nature avait déjà conçu la solution. Nous l'avons détruite, puis nous avons oublié la recette. Partagez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Quel ingénieur d'écosystèmes disparus ramèneriez-vous pour restaurer des terres dégradées par l'homme? Et si vous voulez découvrir d'autres histoires d'animaux qui ont remodelé des continents, le bouton d'abonnement est votre prochaine étape. La prochaine histoire pourrait bien être la plus incroyable de toutes.